Vous souhaitez investir dans l'immobilier? Très bien, mais les projets se transforment, les modèles d'investissement changent, alors comment se projeter à horizon 2030? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau. Éric Groven, bonjour Éric. Bonjour. Directeur immobilier de la Banque Société Générale en France, mais aussi président de Sogeprom et un livre blanc sur l'avenir du métier de promoteur immobilier. Christian de Kerangal, bonjour. Bonjour. Christian, directeur général de l'IEIF, qui est l'Institut d'épargne immobilière et foncière. Voilà, on va parler bien sûr d'immobilier, on va se projeter dans l'avenir et avoir vos bons conseils, notamment pour investir. Mais tout d'abord, à quelques jours, voilà, c'est clôturé le MIPIM, qui est le grand salon, le marché international de l'immobilier. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé les professionnels et dans quel état d'esprit êtes-vous, Éric ? Alors je trouvais ce MIPIM plutôt en demi-teinte, un peu comme la météo sur Cannes cette année. En 2023, on entrait dans la crise et les acteurs étaient désorientés. En 2024, ils étaient sidérés par l'ampleur de la crise. Et en 2025, on voit s'amorcer une petite reprise timide qui sera longue et surtout qui sera très différenciée selon les classes d'actifs. Donc je suis revenu avec un moral un peu reboosté, mais pas euphorique non plus. Moral, reboosté, euphorique ou différent, Christian? Comme Éric, moral très mitigé, avec un immobilier qui vit une crise très profonde, mais avec des envies de faire de la part des acteurs qui peuvent traverser cette crise, des envies de commencer à préparer l'avenir, même si on sait que cette crise va encore durer un petit peu. Bon. Préparer l'avenir, alors justement, Éric Groven, donc il y a ce livre « L'avenir du métier de promoteur immobilier » avec IEIF, avec notamment Novamétrie. Pouvez-vous nous expliquer d'abord les raisons de ce livre et puis en tirer les principaux enseignements? Alors, la première raison, c'est d'abord que Société Générale est l'une des principales banques en France pour le financement des professionnels de l'immobilier et donc des promoteurs, et puis que Société Générale, par l'intermédiaire de Sogeprom, est promoteur lui-même. Donc nous étions aux premières loges pour nous interroger sur l'avenir de ce métier, d'autant que au plus profond de la crise, on entendait dire tout un tas de choses sur l'avenir du métier, les promoteurs vont-ils disparaître, le métier est-il mort, les nouveaux modèles. Et donc, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et c'est ainsi que nous avons mené à peu près 500 entretiens, 200 auprès de professionnels et 300 auprès de clients et de prospects, pour comprendre comment le modèle allait se modifier et puis ce qu'attendaient nos clients, finalement, des promoteurs de l'époque qui s'ouvrent devant nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit à trois mains, avec l'IEIF et Novamétrie, ce livre blanc dont je dois dire avec satisfaction qu'il rencontre un grand succès. Nous avons beaucoup de retours très positifs et j'invite tous les auditeurs de cette édition à le lire parce qu'il est, je crois, très complet et assez scientifique dans sa démarche d'échantillonnage. Voilà. Et on peut le retrouver donc en ligne sur le site de Sogeprom directement? Alors, sur le site de Sogeprom, sur le site de l'IEIF, sur le site de l'IFPIM, bref, sur tous les sites qui s'intéressent à l'investissement immobilier en France et aussi au monde de la promotion. Alors, les principales transformations. Alors, les principales transformations, elles sont de trois natures, pour être simple, concret et rapide. Bon, premièrement, le modèle va changer. En fait, les modèles de promoteurs immobiliers qui faisaient de très grands programmes sur la pleine terre pendant des années se trouvent confrontés maintenant à deux défis. Premièrement, le zéro artificialisation nette fait que les terres qui pourraient être consacrées à la construction sont de plus en plus rares. On limite l'étalement urbain. Exactement, on limite l'étalement urbain. Et puis d'autre part, les collectivités locales, par la réforme de la taxe d'habitation, se trouvent en difficulté pour financer les nouveaux équipements publics. Autrement dit, la création ex nihilo de nouveaux quartiers qu'on appelait Greenfield, ça, c'est un peu derrière nous. En revanche, ce qui va se passer,
c'est la reconstruction de la ville sur la ville, c'est le brownfield. Ça veut dire que l'on va plutôt restructurer des immeubles ou des quartiers de ville plutôt que de les reconstruire à partir de pleine terre. De les construire à partir de pleine terre. Donc ça, c'est une transformation importante parce que pour les promoteurs, et c'est en cela d'ailleurs que les banques pourront les aider, il faudra plus de fonds propres, plus de dettes, parce que les opérations vont être plus longues et beaucoup plus complexes. Elles le sont déjà longues, on peut dire que des opérations pour sortir de terre et voir le jour mettent généralement dans l'œuf entre 5, voire 6 ans, voire 7 ans, entre les recours au permis, C'est vrai, mais on pense que cette durée des programmes pourrait encore s'allonger et la prise de risque être de ce fait plus importante, puisque lorsque vous lancez la programmation d'une opération à 10 ans d'écart, évidemment, il y a tout un tas d'incertitudes. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième conclusion qui est très importante, je crois, pour tous les Français, c'est aussi le fait que nous devons modifier l'acte de construire parce que les promoteurs en France produisent trop cher par rapport au pouvoir d'achat réel des Français. Et de ce fait, on le voit bien aujourd'hui, dès que les taux d'intérêt remontent, en fait, les ménages n'ont plus la solvabilité nécessaire pour acheter des appartements neufs. Donc nous devons travailler fondamentalement sur les procédés constructifs, sur les matériaux et intégrer évidemment la dimension RSE et la décarbonation de l'acte de construire. C'est très important parce que ce fera de l'immobilier plus durable, plus responsable et plus abordable. Et donc produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs et économiquement abordables. Exactement. C'est une équation qui n'est pas si facile que ça à résoudre et c'est en cela que cela participe d'une transformation du métier. Parce que si l'on ne change pas la façon dont on conçoit l'acte de construire, on n'agira évidemment pas sur les prix de revient. Et donc à l'inverse, il faudra, là encore, que nous soyons tous autour de la table pour savoir comment adapter notre production immobilière au pouvoir d'achat des Français. 3 exemples, Éric, justement emblématiques de cette nouvelle façon de construire. On va évoquer notamment la réversibilité. Premier exemple, c'est à Duny, en Seine-Saint-Denis, le village des médias des Jeux Olympiques. Alors, le village des médias des Jeux Olympiques, c'est une formidable aventure. D'abord parce qu'il fallait être certain de pouvoir livrer à temps ce village qui a accueilli 1500 journalistes et techniciens, et il n'était pas question de livrer en retard, sachant que d'une façon générale et de façon un peu humoristique, les promoteurs ne respectent pas toujours les délais de livraison. Là, on n'avait pas le choix. Mais l'enjeu réel de la première phase, c'était surtout d'être capable de transformer ce qui était des studios en un quartier de ville complet. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la phase héritage des Jeux Olympiques. Et puis ensuite lancer ce que nous faisons maintenant, nous l'avons d'ailleurs annoncé au MIPIM, la deuxième phase. Et cette deuxième phase a une caractéristique sociale très intéressante puisque nous avons voulu illustrer ce que c'est que la ville inclusive par la répartition de ce que nous avons produit. 23% des logements seront en accession à la propriété, 27% en logement intermédiaire, nous aurons 26% en logement social, 17% en résidence intergénérationnelle et 7% en résidence pour personnes en situation de handicap. 1300 logements à peu près. 1500, 900 dans la première phase, 600 dans la deuxième phase et surtout un écoquartier qui est la cité-jardin du 21e siècle. Deuxième exemple, alors direction Lyon, avec Odessa et Vertuo. Alors, c'est Vertuo et Odessa et Vertuo qui sont les noms en fait des deux programmes. Là, c'est intéressant parce que c'est tout à fait illustratif de ce qu'on expliquait jusqu'à présent, c'est-à-dire la restructuration d'un ancien siège social d'entreprise en une triple partie, des bureaux, des logements et un socle qui sera composé de commerces. Évidemment, quand on regarde les photos, on s'aperçoit que toute la transformation est assez magnifique. Et là, c'est un autre angle de vue que nous avons voulu illustrer. C'est celui de la certification
dans les meilleures normes environnementales de cet immeuble, de ces immeubles, puisqu'il sera conforme à la taxonomie européenne, qui sera HQE bâtiment durable version 4. Il sera également certifié BBCA, labellisé Ready to Osmose et What's Called Silver, qui sont les principaux labels. Et c'est important parce que nous devons démontrer la qualité environnementale de nos productions par rapport à ce que je disais par exemple sur le village des médias, qui est plutôt la qualité sociale de la ville inclusive. Dernier exemple, alors, du côté de Lille, là aussi une transformation, je crois que c'est l'ancien siège d'ailleurs de la Société Générale que va-t-il devenir ? Alors, la Société Générale était implantée là depuis très très longtemps et lorsque nous avons vu que cet immeuble nécessitait d'être restructuré, nous avons regardé ce qui pouvait le mieux correspondre à sa situation dans la rue nationale de Lille. On a d'abord déplacé évidemment le siège de la Société Générale quelques dizaines de mètres avant. Et là, nous allons illustrer une troisième transformation dans l'immobilier, celle de la modification de l'usage, puisqu'on passe des bureaux administratifs classiques en un hôtel qui sera accompagné d'un restaurant, d'une salle de boxe et de tous les éléments à cet endroit-là, espace de coworking, espace de prévention, salle de réunion. Bref, on modifie l'usage, on en fait un endroit de réception, d'hébergement, de détente, de loisirs. Et c'est évidemment tout à fait intéressant puisqu'il bénéficiera de la situation très privilégiée dans la rue nationale de Lille. Très bien. Christian de Kerangal, justement un rebond, vous qui avez participé aussi à ce livre blanc, sur ces nouveaux modèles, ces transformations. Je pense que c'est ce que ce livre blanc met en évidence, et c'est, parmi d'autres choses, c'est effectivement le fait que le métier de promoteur immobilier va assez profondément se transformer et que la part du travail sur l'existant va devenir beaucoup plus importante. Certains, quand on a fait les enquêtes auprès d'un certain nombre de responsables opérationnels chez les promoteurs, ils estimaient que ça deviendrait 50 à 60% de leur activité, ce qui veut dire une transformation profonde des compétences et, comme l'a dit Eric, aussi du modèle économique, avec probablement beaucoup plus de fonds propres, des adossements à des investisseurs institutionnels, évidemment soutenus par des banques, pour devenir des investisseurs développeurs quelque part. Qui prennent plus de risques, notamment sur des opérations plus longues. Alors Christian, l'IEIF, Institut d'épargne immobilière et foncière, expliquez-nous en gros. Alors l'IEIF, c'est un animal un petit peu spécial. C'est un centre d'études, de recherche et de prospective indépendant et qui est dédié à l'économie immobilière. Notre raison d'être, c'est vraiment d'essayer de décrypter les évolutions macroéconomiques, financières, démographiques, sociétales, environnementales. On ne va pas jusqu'à la géopolitique, mais évidemment la géopolitique a beaucoup d'impact, on le voit aujourd'hui, et de voir comment est-ce que toutes ces modifications, et Dieu sait si elles sont profondes, accélérées depuis la crise du Covid, ont des impacts et auront des impacts sur les marchés immobiliers. Donc comment ça impacte les marchés immobiliers eux-mêmes, les stratégies des acteurs, le financement de l'immobilier. Et donc on a un regard à la fois sur les marchés, les véhicules d'investissement, notamment par exemple les SCPI, les OPCI grand public, etc. Et puis le financement de l'immobilier professionnel. Alors, votre regard justement en tant qu'expert sur ces marchés de l'immobilier, à la fois l'ancien, le neuf, comment le percevez-vous ? Globalement, on vient de traverser la hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et de la Fed et de la majorité des banques centrales a été la plus rapide et la plus forte de tous les temps. Donc on vient de traverser un choc de taux qui est extrêmement important, qui a contribué malheureusement à désolvabiliser une partie de la demande des ménages, notamment les primo-accédants. Et donc du coup, cela s'est beaucoup traduit par un impact sur les volumes et beaucoup moins sur les
sur les prix. On a aujourd'hui, en 2024, 780 000, on enregistre 780 000 transactions. Donc c'est une baisse de 11% par rapport à 2023, mais c'est surtout une baisse de 35% par rapport au plus haut qui était en 2022. Donc c'est une baisse très significative. Et puis par contre, par ailleurs, on a un ajustement des prix, alors qui a été très variable en fonction des typologies d'actifs et des localisations. Et cette combinaison baisse des prix, baisse des taux a permis, heureusement, de redynamiser un petit peu les marchés, notamment dans l'ancien. Alors en tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, la baisse des taux actuels commence à contribuer à resolvabiliser un certain nombre de ménages. Donc on a une stabilisation des volumes, on a une stabilisation des prix, mais dans une période qui est quand même marquée par beaucoup d'incertitudes, notre perception, c'est que l'année 2025 devrait être une année de stabilité des volumes et des prix, pas encore de reprise forte. Pas encore de... Un mot, Éric, justement, sur ces marchés ? Oui, alors moi je suis plus sensible, bien sûr, par mon métier de promoteur au logement neuf en France. Et si on regarde les chiffres que vient de publier la Fédération des promoteurs immobiliers, on peut titrer, comme je crois c'était le titre de l'édito de la dernière édition, l'hécatombe sur le marché du neuf, avec très peu d'autorisation de construire, très peu de mise en vente. On est à un seuil historiquement bas. Moins 50%. Moins 50%. Oui, bon, et ça, on le sent évidemment. D'abord, on approche, c'est vrai, des échéances municipales. Donc, chacun connaît l'adage maire bâtisseur, maire battu. C'est vrai qu'on n'a pas très envie d'avoir des travaux entre chez soi et le bureau de vote le jour de l'élection. Et donc, évidemment, le maire évite la plupart du temps. Tous ne sont pas dans ce cas. Absolument. Mais beaucoup le sont. C'est évitant d'encombrer la ville au moment des grandes échéances. Donc le marché, on peut le dire, est arrivé, je pense, je l'espère, à son point bas. Il est aidé par, d'une part, la baisse des taux d'intérêt. Alors, il est vrai que les investisseurs long terme sont plus sensibles aux taux à long terme qu'aux taux courts de la BCE, mais normalement, quand la courbe des taux a une pente classique, les taux longs baissent. Là, ils ont ponctuellement, vous avez vu remonter, mais l'espérons-le, ça ne sera que temporaire. Et puis aussi, par la prise en compte par les pouvoirs publics au plus haut niveau de l'urgence de mesures aidant le logement neuf, et c'est ainsi que, on pourra y revenir si vous le souhaitez, on voit quand même la volonté de réamorcer la pompe par un certain nombre de mesures, à condition, et c'est quand même un élément de l'équation important, qu'il ne coûte pas 1 euro au budget de l'État qui ne peut pas se le permettre. Oui, et parmi les mesures, alors il y a notamment le prêt à taux zéro dans le neuf, plus le retour sur la maison individuelle. Il y a aussi les donations. Pour vous, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux ou il faudrait aller plus loin, Christian ? Moi, je trouve qu'il faudrait aller plus loin, mais je trouve que déjà, comme le disait Éric, on a une prise de conscience du gouvernement qui met en œuvre un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, mais il faut amplifier ces mesures de manière très claire, parce que nous vivons, et dans la promotion immobilière, une crise historique majeure qui est d'ailleurs en train de... Parce que comme les nouvelles constructions ne vont pas se faire en claquant des doigts, on va probablement d'ailleurs avoir un moment où on n'aura plus assez d'offres par rapport à la demande. On va resolvabiliser la demande et en face, une offre qui va mettre du temps à arriver. Donc, un moment qui sera compliqué et je pense que les pouvoirs publics l'ont bien perçu. Et comment, justement, relancer l'intérêt d'investir dans l'immobilier, notamment investir dans le neuf, en sachant que on parle du statut du bailleur privé qui verra peut-être le jour en 2026. Des parlementaires sont en train d'y travailler. On attend des confirmations. Il faut aussi que ce soit en accord avec Bercy, mais en fait reconnaître l'investisseur comme un acteur économique et social à part entière qui, grâce aussi à son argent, permet de loger des familles, des étudiants, de rénover, enfin... Qu'est-ce qu'il faudrait, Éric ? Alors, d'abord, je voudrais vous faire partager une de mes convictions profondes. La suppression de l'avantage Pinel, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en réalité,
investir dans l'immobilier, ça ne se fait pas seulement pour bénéficier d'un avantage fiscal. D'abord, on diversifie son patrimoine lorsque l'on achète de l'immobilier, éventuellement, si on peut se le permettre, des actions, de l'assurance vie, bref. L'immobilier est une classe d'actifs de diversification, particulièrement résilient si on le garde longtemps. Ça, c'est vraiment la première chose. Puis la seconde chose qui me frappe, qu'on entend relativement peu dans le débat public, c'est que l'immobilier locatif, quelle que soit sa forme fiscale, procure des recettes pour les ménages qui seront bien utiles le jour de la liquidation des retraites, parce que bien serait difficile de dire aujourd'hui quel sera le niveau des retraites dans 10 ou 15 ans. Autrement dit, cet immobilier me fait penser il y a longtemps à ce qu'on appelait les SICAV à rendement trimestriel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais ça constituait pour les retraités des compléments trimestriels de revenus. Eh bien, l'immobilier locatif, c'est aussi une façon non seulement de construire un patrimoine, de le transmettre, et puis de se créer des revenus réguliers, stabilisés, pérennes, pour compléter sa retraite. Alors justement, le dispositif Pinel étant arrêté là, depuis le 31 décembre, il y a aussi pour les investisseurs qui nous écoutent des moyens quand même de placer son argent dans l'immobilier. On parle beaucoup de nue propriété, on parle de LLI notamment, Christian. Racontez-nous. L'investissement dans le logement intermédiaire, c'est absolument fondamental. Nous avons besoin... logement locatif intermédiaire. Oui. On a besoin de créer une offre de logement abordable, donc qui se situe à mi-chemin entre le logement social et le logement libre, et qui est destiné à des gens qui, j'ai envie de dire les familles de revenus moyens, qui souhaitent se loger et qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire, ou en tout cas ça devient très difficile dans le cœur des agglomérations. Donc ils sont obligés de s'éloigner, d'où beaucoup de difficultés. Il me semble assez fondamental de développer ce LLI, et le gouvernement l'a bien compris, puisque le statut fait qu'on est exonéré d'impôts sur les sociétés. Et par ailleurs, les investisseurs en LLI sont également exonérés de taxes foncières pendant 10 ans. Donc cela améliore la rentabilité du produit tout en contribuant à créer justement ces logements intermédiaires abordables. Le LLI, aussi d'autres dispositifs. Éric Groven, les investisseurs vous écoutent aujourd'hui justement. Comment placer intelligemment son argent? Y a-t-il des secteurs, des typologies de biens à privilégier? Alors, d'abord, je voudrais apporter un complément à ce que vient de dire Christian, qui est la possibilité de faire du LLI au sein des SCI avec une TVA réduite à 10%, ce qui est quand même intéressant sur la valeur des biens, en dehors de ce qu'il a dit. Et puis ne pas oublier, c'est pour ça que je dis toujours que le Pinel, c'est l'arbre qui cache la forêt, le dispositif de Normandie, le dispositif de l'ancien restructuré, le dispositif de loueur meublé non professionnel. Il existe donc un certain nombre de les monuments historiques que j'oubliais, qui permettent aussi des déductions fiscales importantes. Donc il en reste. Il en reste. Alors c'est vrai que c'est plutôt des produits de niche pour des investisseurs expérimentés et avertis. Oui, mais qui correspondent toujours à l'idée d'une détention longue d'actifs ayant telle et telle caractéristique. Donc, il serait faux de dire que parce que le Pinel a disparu, il n'existe plus de support fiscal. Ça c'est inexact. Pour compléter ce que Éric vient de dire, nous publions chaque année une étude 40 ans de performance comparée, où nous comparons la performance des placements financiers et des placements immobiliers et des véhicules d'investissement sur, comme tu viens de le dire Éric, sur 20, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la classe d'actifs qui arrive en tête, c'est le logement. Et pas du logement défiscalisé. Le logement tout court arrive en numéro 1. Les SCPI sont très très bien placés, les foncières cotées également. Donc effectivement, quand on est dans une optique de long terme, en général, on peut traverser des crises et on peut avoir des gains significatifs.
Et dans le résidentiel, à horizon 2030, peut-être des secteurs qui vont prendre de la valeur à surveiller? Alors, avant peut-être de donner des secteurs, moi je voudrais rappeler quand même les 3 règles pour les investisseurs qui nous écoutent. D'abord, l'immobilier, c'est une activité de temps long. Ce n'est pas une activité dans laquelle on fait des allers-retours en espérant capturer une plus-value très hypothétique. Quand on fait ça, on mène une activité différente qui est celle de marchand de biens, mais c'est une activité très spécialisée qui ne correspond pas à de l'investissement immobilier, mais qui correspond à de la transaction immobilière. Donc, pour commencer, il faut avoir du temps. La seconde chose, je pense, c'est qu'il faut toujours, mais c'est une règle tellement connue, privilégier la situation et l'emplacement des biens, parce que ce sont ceux qui seront le plus résilients dans le temps, quelles que soient les vicissitudes et les aléas. Et puis, évidemment, la qualité du bien en tant que tel. Alors, sauf si on a envie d'investir pour restructurer soi-même, faire des travaux et capturer la valeur, il est sûr que si on investit aujourd'hui dans une passoire énergétique, on va devoir d'abord la refaire pour pouvoir la louer. Donc, c'est évidemment se compliquer la vie par rapport à investir dans un logement neuf qui aurait toutes les normes. Donc, et qui aurait les étiquettes A, B ou C. Voilà. Et d'ailleurs, nous pensons que tendanciellement, les pouvoirs publics seront à terme tentés de livrer le DPE A systématiquement à toutes les constructions neuves, dans la mesure où elles répondent à des éléments techniques qui sont extrêmement précis. Donc, je crois qu'il faut toujours aussi, pour les secteurs, c'est une recommandation que je fais, investir dans des marchés que l'on connaît. Oui. C'est-à-dire que si vous habitez à Cannes, vous pouvez toujours investir à Dunkerque, mais vous n'irez peut-être pas tous les jours regarder dans quel état est la copropriété, vous assurer de la situation locative. Donc, c'est un marché de spécialistes, mine de rien. Et d'ailleurs, les investisseurs immobiliers particuliers qui nous écoutent le plus souvent le sont. Et je leur recommande la proximité sur des programmes qu'ils connaissent, également sur la qualité des promoteurs avec lesquels ils travaillent, et puis évidemment dans l'ancien, la qualité de la construction, l'exposition, de temps en temps quand c'est possible, l'existence d'espaces extérieurs, bref, la qualité, l'emplacement et le temps. Christian, ne pas investir à distance, se rendre sur place, la proximité. Alors, tout à fait d'accord. Je rajouterai un élément qui est important à avoir en tête, c'est aussi les évolutions démographiques. Ces évolutions, elles sont fondamentales. Nous venons de vivre 20 années pendant lesquelles le nombre de ménages, parce que c'est ça qui est l'essentiel en termes de logement, le nombre de ménages a augmenté, à la fois en raison du vieillissement de la population, mais aussi en raison de l'explosion des décohabitations. On est probablement en train d'arriver dans les 5 ans à venir à la fin de ce phénomène-là. Et aujourd'hui, le ménage moyen, c'est de l'ordre de 2 personnes. Peut-être qu'on va arriver à 1,9, mais on n'ira pas beaucoup plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, si on veut investir dans l'immobilier locatif, il vaut mieux regarder des logements qui sont relativement petits. Des studios, des 2 pièces, des 3 pièces au maximum, mais et situé, et là je rejoins complètement Eric, dans les cœurs d'agglomération, voire dans certaines villes moyennes qui sont en train de retrouver un petit peu de dynamisme. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Eric Groven, merci infiniment. Merci, Olivier. Christian de Kerangal, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.